Utopistes, bonjour et bienvenue dans le podcast du projet Utopia, un podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. Pourquoi ressentons-nous de la douleur ? Est-ce une simple réaction physique ou existe-t-il d'autres dimensions à explorer ? Pour nous guider dans ces questionnements, nous accueillons aujourd'hui Yvan Songeon, doctorant au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Ensemble, nous allons explorer le lien entre douleur chronique et cognition sociale, une thématique essentielle qui nous permettra de mieux comprendre comment nos interactions sociales et nos perceptions influencent notre expérience de la douleur. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de cognition sociale, et c'est aujourd'hui le tour de la douleur. Qu'est-ce que la douleur ? Comment la définit-on ? Quelles sont ses multiples dimensions ? Voilà ce qui va être développé aujourd'hui. Et croyez-moi, vous allez découvrir des choses. Avant de faire le lien entre cognition sociale et douleur, je pense qu'aussi il faudrait peut-être définir un petit peu ce que c'est la douleur. Parce que on sait, je pense que plus ou moins tout le monde sait que la douleur a une part de subjectivité, mais qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus ? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur la douleur, parce que c'est pareil, on parlait des représentations, la douleur ça fait vraiment partie d'un domaine où il y a énormément de représentations personnelles, où on s'imagine plein de choses, il y a des représentations qui sont véhiculées par les professionnels de santé, il y a des représentations qui sont véhiculées par le côté culturel qu'on se transmet entre nous. Il y a des représentations qui sont aussi véhiculées par le monde du travail. Donc enfin, il y a plein. Et puis, sans parler avec l'apparition des thérapies alternatives pour rester correct, on va dire. Là aussi, ils ont rajouté un degré de représentation au niveau des douleurs qui vient encore complexifier tout ça. Je sais pas si tu veux que je te fasse un bref historique de la recherche sur la douleur. Oui, si tu as ça dans tes bagages, allons-y. Ouais. Et c'est des questions qu'on se pose depuis très longtemps, parce que la douleur, les premières traces qu'on a des personnes qui se sont posées des questions sur la douleur, c'est la Grèce antique. Bon. Tu me diras, c'est pas très compliqué dès qu'on parle de recherche. Il y a le Joker Grèce antique qui peut servir à plein de trucs. Mais en gros, déjà à la Grèce antique, il y avait Hippocrate et Aristote qui commençaient à se poser des questions sur ce qu'était la douleur. Et le modèle après, par la suite, qui a un petit peu fait consensus. Alors, j'ai pas consensus parce qu'à l'époque, il y avait Aristote et puis c'est tout. Ouais. Le modèle qui a été utilisé, du coup, c'était celui d'Aristote, où Aristote en fait voyait la douleur comme une émotion. Ouais. Et pour lui, c'était la résultante d'une stimulation qu'on pouvait avoir, mais qui était intense. C'est-à-dire que ça pouvait être n'importe quel type de stimulation, mais en augmentant son niveau d'intensité, ça pouvait amener à nous déclencher l'émotion de la douleur. Ouais. Et ça, c'est resté pendant très longtemps comme ça. Ça a été même repris par un chercheur autrichien, dont je me rappelle plus le nom, il s'appelle Nonin, qui a fait des recherches dans le milieu des années 1800. Et qui a repris cette théorie d'Aristote. À côté de ça, dans les années 1650, il y a Descartes, qui a été l'un des premiers à créer un vrai modèle anatomique de la douleur. Donc c'est pareil, Descartes, il faut le remettre dans son contexte. Aujourd'hui, quand on lit son modèle anatomique, il y a des erreurs, il y a des approximations. Il parle aussi de choses qui sont un peu farfelues entre guillemets pour notre époque, mais à son époque, c'était sachant qu'il avait une pression de l'Église, puisque la notion de la douleur dans ses travaux, elle apparaît dans le Traité de l'homme, je crois, qui est apparu de manière posthume, qui, il me semble, il n'a pas osé le publier, le faire apparaître de son vivant, de peur, je pense, d'être soumis à une critique assez virulente de l'Église. Et donc c'est apparu qu'après sa mort. Mais en gros, pour lui, la douleur, c'était une information qui nous était envoyée par une partie de notre corps, qui allait arriver jusqu'à notre cerveau, du moins ce qu'on connaissait du cerveau à l'époque. Oui. Et derrière, ça allait à la fois sonner, donc il utilisait un peu l'image de petites clochettes, donc qui était la douleur. Et derrière, et ça je trouve ça assez intéressant, parce qu'il a essayé de développer la notion de réflexe de retrait. En gros, il utilise l'expérience que tu mets ton pied à côté du feu, et à la fois tu vas ressentir la douleur, mais en plus tu vas retirer de manière brève ton pied. Et pour ça, il expliquait que le feu, il allait tirer sur ta peau qui est accrochée à des ficelles en étant sous tension, elle va tirer sur ces ficelles qui vont tirer sur ton cerveau et ça va ouvrir des petites portes. Et de ces petites portes, il y a ce qu'on appelle il appelait des esprits animaux
qui allait traverser des tuyaux. Et donc en traversant des tuyaux, fallait s'imaginer donc que ça allait augmenter la pression des tuyaux, et en augmentant la pression des tuyaux, c'est ça qui allait faire que tu allais retirer ton pied. Ouais, c'est très complexe quand même comme mécanisme. C'est complexe, mais c'est pas si fou. Il y avait de l'idée. Bon, en tout cas, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui se transmet entre la zone de la douleur et le cerveau, et qui c'est ça. Et qui en plus n'avait pas que comme réponse la douleur. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que j'en parlerai après. Effectivement, la douleur, en fait, c'est une réponse à une forme de stimulation parmi autres réponses possibles. Et par la suite, on a commencé à voir d'autres choses qui sont émergées. Donc, par exemple, il y a eu von Frey, qui était un chercheur allemand ou autrichien, je sais plus, pareil, dans les années fin 1800, qui lui a développé ce qu'on appelle la théorie de la spécificité. Donc, pour lui, en gros, il a découvert qu'il existait différents types de neurones sensibles, et qui avaient chacun une spécialité. C'est-à-dire qu'il y avait des neurones qui étaient sensibles aux stimulations thermiques, donc qui pouvaient nous permettre de ressentir le chaud et le froid. Il y a des neurones qui étaient sensibles aux stimulations physiques, donc le toucher, et des neurones qui étaient sensibles aux stimulations douloureuses. Et donc qui pouvaient nous faire ressentir de la douleur. Okay. Et à la suite de ça, on arrive dans les années 1950, où il y a un chercheur, donc là pour le coup s'il y a un nom à retenir, parce que c'est vraiment le nom de la douleur, c'est Ronald Melzack, qui a développé la théorie du gate control. Donc je vais pas trop développer ça, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et c'est complexe, mais ça a été une des premières théories qui a commencé vraiment à poser les bases de ce qu'on comprend de la douleur aujourd'hui. Et Melzack, il a fait toute sa carrière sur la douleur, et fin des années 90, début 2000, il a développé le modèle qui aujourd'hui est encore utilisé pour expliquer ce que c'est que la douleur. Mais comme tu le vois, dans toute l'histoire de la douleur, en tout cas jusqu'à l'apparition du modèle théorique explicatif aujourd'hui qui est le plus utilisé, on reste sur une vision très biologique de la douleur. En fait, on est sur une réponse biologique, on a un stimulus et ça nous amène à ressentir de la douleur. Oui. Et maintenant, on en revient un petit peu parce qu'on essaie d'avoir une vision plus globale de l'être humain, qui n'est pas liée uniquement à sa biologie, mais qui prend en compte aussi son environnement et sa psyché. Ça se fait aussi en sciences cognitives, puisqu'on a un peu le cadre théorique de la cognition incarnée. Oui. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, qui reprend un petit peu ça. On en a beaucoup parlé avec Albert Moukeber dans l'émission qu'on a fait. Donc je renvoie les auditeurs vers cette émission s'ils l'ont pas écouté. Je sais qu'Albert Moukeber en parle pas mal. Effectivement, c'est ça. On avait une vision très centrée sur le cerveau, et on a eu ça aussi dans la douleur. Dans la douleur, dans les années 2000 jusqu'à... Même aujourd'hui encore, je dirais, on a une vision où la douleur, c'est le fruit du cerveau. Même moi, au tout début de ma thèse, et au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la douleur, j'ai fait des présentations, j'ai fait des conférences où je disais la douleur, c'est dans la tête, des choses comme ça pour avoir une petite punchline, mais en plus dire que c'est dans le cerveau. Et maintenant, on revient un petit peu là-dessus, parce que finalement, le cerveau, à lui seul, pourrait pas faire ressentir de la douleur, pourrait pas faire émerger de la douleur, parce que pour ça, il a besoin des interactions dynamiques avec le corps et aussi avec l'environnement extérieur. Et en gros, c'est un petit peu ça la cognition incarnée, c'est de dire que le cerveau, il est en constante interaction avec le corps, l'environnement, qui eux, en retour, sont aussi en interaction. Oui, donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, en fait. C'est ça, c'est des boucles de rétrocontrôle, où justement, on est dans 3 systèmes qui fonctionnent les uns avec les autres, et qui peuvent pas être indépendants les uns des autres. En tout cas, pour arriver à ce qu'on appelle la douleur, parce qu'aujourd'hui, la douleur, c'est considéré comme un phénomène émergent, et un phénomène émergent, en fait, c'est un phénomène qui est complexe, où si tu prends chaque partie isolément, on ne serait pas en capacité de pouvoir expliquer la douleur avec chaque partie, et chaque partie ne serait pas en capacité de pouvoir faire apparaître de la douleur. Et en fait, c'est la somme de toutes ces parties qui va amener à ce qu'on puisse ressentir de la douleur. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, mais tu peux peut-être donner des exemples. Ça, je vais pouvoir en donner, et notamment dans la douleur. Pendant très 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 longtemps, et encore aujourd'hui, il existe une confusion entre ce que c'est que la nociception et la douleur. Ouais. Et c'est souvent en fait ce qui est recherché dans la douleur, c'est cet aspect de nociception. Et en gros, la nociception, c'est quoi ? C'est une information sensorielle. Donc on a des capteurs sensoriels en fait qui vont être stimulés par des stimulations mécaniques, thermiques ou chimiques, et qui vont être sensibles à des hauts seuils de stimulation. Donc pour ça, par exemple, si vous caressez la main avec une plume, ça c'est pas un haut seuil de stimulation, on est plutôt sur un bas niveau de stimulation.
Et un haut seuil de stimulation, c'est si vous commencez à vous pincer la peau très très fort avec les doigts. Ou si vous piquez, ou vous êtes en train de couper vos fruits et vos légumes et vous coupez avec un couteau. Là, on est sur un haut seuil de stimulation. Et ça va activer ces récepteurs qui s'appellent les nocicepteurs. Et en fait, noci, ça vient de la notion de noxious, de danger. Donc, on n'est pas sur des récepteurs de la douleur, on est sur des récepteurs de danger. En gros, c'est des récepteurs qui vont être stimulés par n'importe quel type de stimulation, finalement. Enfin, des stimulations diverses. Parce que contrairement à d'autres types de récepteurs qui vont être très très spécifiques à une forme de stimulation, par exemple, il y a des récepteurs qui sont sensibles aux étirements. C'est-à-dire que quand vous allez étirer et que ça va tirer sur les fibres de vos tendons et de vos muscles, ça va stimuler ces récepteurs. Tout le reste, ils vont pas du tout être stimulés par ça. Pareil, il y a des récepteurs qui vont être sensibles qu'aux vibrations. Donc s'il y a des vibrations qui se font sur votre peau, ça va stimuler ces récepteurs. Mais eux, ils seront pas stimulés par exemple par une température. Et donc là, les nocicepteurs, une fois qu'ils sont activés, ils vont envoyer un message de nociception. Donc c'est plutôt un message de danger, c'est pas un message douloureux. Et ça va arriver jusqu'au cerveau. Et ça a été pendant très longtemps, et encore, je dis encore aujourd'hui, la chose qui est le plus évaluée ou recherchée d'un point de vue biologique dans la recherche. Mais finalement, on a quand même quelques études, même plusieurs études sur plusieurs décennies, qui montre que la nociception, finalement, on n'est pas capable de pouvoir expliquer la douleur en se limitant uniquement à la nociception. Et d'ailleurs, il y a même une phrase assez récurrente qu'on retrouve, qui est que la nociception, elle est ni suffisante, ni nécessaire pour avoir de la douleur. Alors du coup, l'expérience de la main fantôme, je sais pas si c'est la main fantôme, je sais pas comment on l'explique là, mais tu sais que quand on remplace une de nos mains par une main en plastique. Ah oui, la rubber hand. Ouais, voilà. Et qu'on l'a peut-être qu'expliquer cette expérience, mais je sais pas si ça fait partie de ce que tu es en train d'expliquer là. Alors, ça en fait un petit peu partie. Alors, c'est drôle que tu m'en parles parce que très très récemment, là, il y a à peine un mois, je lisais des articles qui remettent un petit peu en cause cette expérience, ou du moins. D'accord. C'est pas qu'ils remettent en cause, mais c'est qu'ils remettent en cause la manière dont on l'interprète. Ah ouais, d'accord. Oui, ils remettent pas en cause l'expérience en soi, mais ils remettent en cause les interprétations qu'on en fait de cette expérience. Mais effectivement, c'est ça, c'est qu'on va se servir d'autres formes de stimulation, d'autres formes de sens. Oui, parce qu'il faut l'expliquer, en fait, on remplace donc la main, une des deux mains en fait d'une personne par une main en plastique, et on caresse sa vraie main derrière un voile, derrière un truc qui masque en fait, donc il peut pas la voir, et on caresse en même temps de la même manière la main en plastique. C'est ça. Et au bout d'un moment, au lieu de la caresser, on tape la main en plastique et pas la vraie main, et la personne du coup elle ressent la douleur. Enfin c'est ce qui est souvent décrit. C'est ça, mais on a des expériences. Moi il y a une expérience que j'aime bien décrire aux étudiants. C'est une expérience qui était faite dans les années 90 je crois, où en gros ils ont pris, alors il y a 5 groupes de personnes, mais pour la simplifier, on peut s'imaginer qu'il y avait 2 groupes de personnes dans cette expérience, et il y avait un groupe de personnes à qui ils ont mis des électrodes sur la tête et à qui ils ont rien dit. Et un autre groupe à qui ils ont mis des électrodes sur la tête et ils leur ont dit quand on va mettre le courant, vous allez ressentir comme des sensations de maux de tête, un peu des céphalées, vous allez ressentir des douleurs. Et donc ils ont augmenté effectivement, ils ont touché une machine, et puis la machine elle est censée envoyer du courant, et effectivement dans les groupes à qui ils avaient dit, prévenus à l'avance qu'ils allaient ressentir des douleurs, et ils ont exprimé et ressenti plus de douleurs que le groupe à qui ils ont rien dit. Ouais. Sauf qu'en réalité, la machine était factice, il n'y avait pas de courant électrique dans cette machine. Les chercheurs avaient créé une fausse machine qui s'allumait, qui faisait du bruit, etc. Et donc on a quand même une distinction entre les 2 groupes, où il y en a eu d'un côté un groupe qui a eu plus de douleur que l'autre, uniquement par le fait d'avoir créé d'avoir fait une suggestion, d'avoir suggéré qu'ils allaient vivre une expérience douloureuse en amont. Ouais. Et donc, de cette information, ça a pu amener les participants à avoir une réaction qui va justement les amener à ressentir de la douleur. Alors, j'ai pas encore vraiment défini la douleur, donc c'est peut-être pas évident pour les personnes qui nous écoutent de pouvoir comprendre de quoi on parle. Peut-être qu'on peut le définir, et après je pourrais redonner des exemples s'il y a besoin. Ouais. Vas-y. Et donc voilà. Donc à la suite de ça, Ronald Melzack, il a développé un modèle que je peux un petit peu expliquer. Mais avant d'expliquer ce modèle, je peux peut-être vous donner la définition qui aujourd'hui est consensuelle. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'IASP, c'est l'Internal Association of the Study for Pain. Et donc, si ça vous intéresse, ils ont un site internet qui est vraiment bien parce que pour le coup, ils mettent toutes les définitions. Donc là, pour le coup, à l'inverse de la cognition sociale, c'est un truc qui est très carré. Ouais. Il y a une définition de la douleur, il y a d'autres définitions des différentes composantes de la douleur. Il y a pas mal de ressources qui sont disponibles, même gratuites. Et donc pour l'IASP, donc pour l'association de l'étude pour la douleur, la définition qui fait consensus, elle date de 2020, pardon.
Et donc pour l'IASP, la douleur, c'est une expérience qui est sensorielle et émotionnelle désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors quand on entend comme ça la définition, elle n'est pas évidente. Mais c'est en gros, toujours pareil avec la définition scientifique de toute façon. Hein. C'est ça. Dès qu'on entend la première fois, on fait attends. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition? C'est que déjà, et c'est la première chose qui apparaît, c'est que c'est une expérience. Et donc, comme c'est une expérience, c'est subjectif. En fait, la douleur, ça peut pas être vu autrement que par quelque chose de subjectif. C'est une expérience qu'on fait chacun. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on va tous vivre une expérience douloureuse qui va être différente. Malgré le fait qu'on sera peut-être tous amenés, enfin, je sais pas, 2 personnes qui vont se casser une jambe au ski, de la même manière, ils ont la même fracture, vont pas forcément vivre la même expérience douloureuse. Il n'y a pas de standardisation de l'expérience douloureuse, même si, dans le contexte, l'expérience semble similaire. Et elle intègre l'aspect à la fois sensoriel, donc effectivement c'est une expérience sensible, puisqu'on va recevoir des informations de nos récepteurs, ou du moins le cerveau va recevoir des informations de nos récepteurs sensibles, et c'est aussi une expérience qui est émotionnelle. Et pour ça, du coup, la douleur, elle est associée à une émotion, et ça c'est le point important, c'est que c'est une émotion qui doit être vécue comme désagréable. Et ça c'est intéressant parce que ça nous amène aussi à nous poser la question de jusqu'où on peut considérer que de la douleur, c'est de la douleur. Un exemple que moi j'aime bien donner, c'est les courbatures. Moi perso, quand j'ai fait une séance de sport, j'ai fait du sport, le lendemain si j'ai des courbatures, je suis super content. Je me dis, j'ai bien travaillé, je me suis bien massacré, et en fait j'ai mal, mais sans vraiment avoir mal. C'est une expérience que j'apprécie. Ouais. Et du coup, si on en suit la définition, ça serait pas considéré comme étant de la douleur. D'accord. Mais pour d'autres personnes, ça peut être des choses. Moi, j'ai déjà eu des patients quand j'étais kinésithérapeute qui supportaient pas du tout les courbatures, enfin qui vivaient pas très bien les courbatures, et pour qui ça pouvait être associé comme étant vraiment de la douleur. Mais en tout cas, dans la définition actuelle, il faut qu'il y ait ce côté émotionnel désagréable. Et la deuxième partie de la définition, c'est que du coup, ça doit être associé ou ressemblant à celle associée. C'est là la petite notion importante, à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. En gros, il faut que ça soit une expérience qui est associée ou qui ressemble à une expérience qu'on ferait si on avait une lésion tissulaire. Ouais. Je sais pas si c'est un peu plus clair comme ça. Ouais. Et sachant qu'à la fin, ils disent bien que la lésion tissulaire, elle est réelle ou potentielle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs avec des lésions tissulaires. On peut se faire une fracture, on peut se faire une entorse, on peut avoir des lésions tissulaires liées à un agent pathogène, un virus par exemple, qui peut créer des lésions au niveau de nos tissus. Donc ça peut déclencher une douleur, mais aussi potentielle. Donc on n'a pas la preuve qu'il y a une lésion tissulaire qui soit apparue, mais pourtant on reconnaît ça comme une douleur, l'expérience qui est vécue par la personne. Et donc ça, typiquement, ça permet aussi de pouvoir prendre en compte toutes les situations où on a des personnes qui ont des douleurs, qui vont faire des examens médicaux, qui vont passer des IRM, qui vont passer des échographies, puis on voit jamais rien. Et en aucun cas ça remet en doute leur expérience douloureuse. C'est pas parce qu'on voit pas de présence, on n'arrive pas à objectiver la présence d'une lésion organique, une atteinte organique de la personne, qu'on va pouvoir remettre en doute son expérience douloureuse. Et ça, c'est important parce que je pense que la définition, le fait qu'elle appuie là-dessus, ça permet aussi de rappeler aux soignants, notamment aux chercheurs et aux chercheuses, que il faut aussi prendre ça en compte et que c'est aussi de la douleur au même titre qu'une personne qui se referait une fracture ou qui a une hernie discale ou je ne sais quoi. Mais c'est pour ça d'ailleurs que souvent, les médecins sont un peu démunis en fait face à ça parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens techniques de corriger ces douleurs-là en fait. Tu vois, quand c'est pas physiologique, eux ils sont pas armés en fait, en tout cas pour l'instant. C'est ça, et c'est là où en fait il y a le biais de ce que je disais dans l'histoire de la recherche sur la douleur. Alors après je suis pas historien, je me suis vraiment intéressé sur ce sujet pour ma thèse, mais on a quand même une vision qui est très orientée sur les processus biologiques et sur les substrats neuronaux. Et en fait, dans la recherche, pendant très longtemps, on a beaucoup mis de côté l'impact notamment de nos cognitions, d'une partie de nos cognitions, et l'impact aussi du fait que on vit pas tout seul dans un milieu complètement neutre et isolé. On vit dans une société qui a aussi des influences et qui a des contributions externes finalement sur nos expériences et notre perception. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut la voir, la douleur, c'est que c'est une perception, et que du coup, une perception, c'est pas limité que à l'expérience sensible, c'est-à-dire l'expérience sensible, c'est l'expérience de nos capteurs qui vont nous communiquer des informations qu'on reçoit de l'extérieur, mais c'est aussi une expérience qui est liée à un contexte dans lequel on va se retrouver.
qui va être lié à nos propres représentations, qui va être lié à notre manière d'interpréter et d'analyser les informations. Donc tout ça va être pris en compte aujourd'hui dans la définition de la douleur. Et ça, c'est important parce que... De manière un peu implicite, on voit déjà un peu le lien avec la condition sociale. On en reparlera un petit peu plus après, ouais. Et justement, pendant très longtemps, la douleur, ça a été quoi ? Ça a été de la recherche sur le médicament. Ouais. On a essayé de comprendre, on a essayé de traiter la douleur via les antalgiques, via certains médicaments. Aujourd'hui, on va même utiliser dans certains types de douleurs des antidépresseurs, on va utiliser aussi des antiépileptiques. Et le critère, on va dire, d'évaluation de la douleur qui est apparu, je crois, de la psychologie, c'est l'EVA ou l'EN, donc c'est l'échelle visuelle analogique ou l'échelle numérique, ouais. Donc c'est le classique, sur une échelle de 0 à 10, combien vous avez mal. Oui. Là, j'espère maintenant qu'avec les exemples que j'ai donnés, la définition que j'ai donnée, vous pouvez vous rendre compte à quel point en fait cette échelle elle est pauvre. Alors je sais que là ça va faire rager tous les médecins et les soignants et je ne sais qui va écouter, mais pour moi cette échelle en fait elle est très pauvre en information parce que déjà la douleur est quelque chose de subjectif et donc déjà on peut pas standardiser ça. Moi, si je dis que j'ai un 3 sur 10 dans ma douleur, ce sera pas du tout un 3 sur 10 de mon voisin ou d'un collègue de travail. Oui, si on prend par exemple les courbatures, comme tu le disais tout à l'heure, l'exemple des courbatures, toi peut-être que tu mettras 1 ou 2 sur les courbatures parce qu'elles te dérangent pas, et les autres ils mettront peut-être 6, 7 parce que c'est très pénible pour eux, quoi. Parce qu'en fait, ça dépend de la représentation, de comment on perçoit en fait cette expérience. Et surtout, ça a aussi une mauvaise... c'est aussi limité dans le retest. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de dire comment était l'expérience douloureuse que j'ai eue il y a 6 mois. Ouais. Et si aujourd'hui, on me demandait de comparer et de renoter cette expérience douloureuse, je ne renoterais pas de la même manière. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a une forme de mémoire, mais on ne mémorise pas vraiment l'expérience en telle quelle, et notamment sur le côté intensité de la douleur. Donc, ces échelles, elles sont beaucoup utilisées, notamment pour pouvoir prendre une décision thérapeutique sur l'utilisation des antalgiques. On va donner différents types d'antalgiques en fonction de si la personne elle répond entre 0 et 3, entre 3 et 6 et entre 6 et 10. Donc ça aide, en fait, c'est une sorte d'outil d'aide à la prise de décision pour pouvoir donner des antalgiques. Mais en soi, pour vraiment comprendre la douleur et vraiment traiter la douleur, ça reste quand même une échelle qui est assez limitée, parce que justement, on manque ce côté vraiment subjectivité, c'est de comprendre la douleur. Et après, on va pas se leurrer, on est dans une société qui a développé un fonctionnement en créant des normes. Enfin, c'est pas la société en soi qui a créé des normes, mais c'est dans notre fonctionnement, on s'est créé des représentations et des normes. Et du coup, aujourd'hui, on est dans un monde où la norme d'une personne en bonne santé, c'est une personne active, c'est une personne qui va travailler, qui est performante en plus. De plus en plus, on est sollicité de tous les côtés pour notre développement personnel, par les coachs de vie, etc. Donc, on est vraiment sur ce côté où on essaie de développer nos performances personnelles, un petit peu ce côté où on cherche un peu à atteindre la perfection. Il y a des exigences sociales dans le travail. Même on va rechercher les talents. Jusqu'à dire que ça va jusqu'au sexuel même, en fait, dans notre société actuelle. Donc il y a vraiment cette requête de la performance, surtout chez les hommes, je trouve, qui est une question qui me taraude depuis quelques jours, quelques semaines là. Donc là, tu es tout à fait dans mes préoccupations du moment, tu vois. C'est ça, puis tu vois, on va privilégier les talents, on va mettre en avant les personnes, on prend pas en compte avec que les réseaux sociaux, personnes, Instagram et compagnie, je trouve que ça décuple en fait tout ça, quoi. Ouais. Et nous, on est beaucoup sollicité en fait de ces informations. Et là, pour le coup, tu vois, on peut se poser la question si on est dans la condition sociale ou pas, parce que c'est des informations sociales qu'on va recevoir des autres, qui vont nous être projetées et qui vont être confrontés à nos propres représentations de nous-mêmes et de notre environnement. Et finalement, ce monde, il s'est un peu construit là-dessus. Et notamment, aujourd'hui, la médecine, elle s'est construite là-dessus, parce que pour pouvoir faire un traitement, il faut qu'on puisse observer quelque chose. Et si on n'observe pas quelque chose, du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un traitement en place ? Ou, en tout cas, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme traitement en place ? La sécurité sociale, c'est pareil. Si on veut mettre en place une aide financière, si on veut mettre en place une reconnaissance d'incapacité ou de handicap, il faut qu'on ait une sorte de preuve objective. Mais c'est compliqué, en fait, de donner une preuve objective de quelque chose qui est subjectif. Donc ça marchera pas tout le temps, quoi. C'est ça. Et moi, ça me fait penser, et des fois, j'y pense assez souvent, de cette notion, parce que ça, j'en parlerai peut-être un petit peu après, c'est une des questions qui est importante dans mon sujet de thèse, c'est ce côté subjectivité. Comment on fait pour s'imprégner, comment on fait pour
capturer, entre guillemets, ou comment on fait pour recueillir cette subjectivité des personnes. Parce que un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est un article de philosophie. C'est une expérience de pensée qui a été écrite, je crois, dans les années 80, où c'est un chercheur qui s'imagine que on est dans un monde futuriste où on a tous les outils de mesure inimaginables possibles pour pouvoir mesurer toutes les variables qui existent dans le monde du vivant. Et il se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'expérience d'être une chauve-souris. Ouais, je connais, ouais. Et c'est What is it to be a bat, le nom de l'article, et je crois que c'est Thomas Nagel. Et en gros, à la fin, il conclut en disant que pour pouvoir vraiment savoir ce que c'est que l'expérience d'être une chauve-souris, il faut être une chauve-souris. Et c'est un petit peu ça, finalement, pour pouvoir vraiment vivre l'expérience de la personne qu'on a en face de soi en tant que soignant qui a des douleurs chroniques ou qui a des douleurs, il faudrait être à la place de cette personne. C'est ça. Et c'est là où voilà, on a vraiment beaucoup développé les critères un peu objectifs, et notamment ces critères objectifs, ils sont beaucoup développés à partir de la biologie. Est-ce qu'il y a une lésion quelque part? Est-ce que la personne elle a développé un cancer? Enfin, c'est pas la personne en elle-même, mais est-ce qu'il y a un cancer qui s'est développé dans son corps? Est-ce que la lésion discale de la hernie discale elle est en train de comprimer une racine nerveuse? Voilà, on va toujours être dans cette recherche de dégénérescence, d'anomalies anatomiques sur laquelle on va pouvoir très facilement créer un lien de causalité. Et ça, c'est un gros problème qui s'est créé dans la prise en soin de la douleur, c'est que en vrai, le corps, ça c'est un peu le côté kiné qui va parler, le corps d'un être humain, il vieillit, c'est normal, hein, on vieillit tous, on prend tous de l'âge, et on a des aspects extérieurs du vieillissement. On voit les rides apparaître, on voit les cheveux blancs, des fois on voit la perte de cheveux, des fois on va voir d'autres choses qui vont apparaître, une modification au niveau de la pigmentation de la peau, et ça nous inquiète pas. Quand on voit ça, on se dit c'est normal, on vieillit. Alors effectivement, il y en a qui acceptent plus ou moins ce vieillissement, les rides, etc. Mais c'est des choses où on se dit ça fait partie du processus de vieillissement. Et pourquoi on s'imaginerait que l'intérieur du corps ce serait différent? Et par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur le sujet et sur l'aspect de la colonne vertébrale. Est-ce que finalement la hernie discale, qui fait tant peur, qui a beaucoup fait parler d'elle dans les années 80, c'est pas en fait un signe normal du vieillissement de l'âge en fait de la colonne qui vieillit? Et que c'est après il y a des adaptations qui sont mises en place et c'est là où on voit des modifications au niveau du corps de la vertèbre et que justement quand on fait des images sur des personnes d'un certain âge, il y a quand même plus de chances qu'on voit des choses apparaître sur ces images à l'IRM, à la radio, à l'échographie ou n'importe, et qu'en plus si ces personnes elles ont des douleurs, il y a un risque qu'on associe directement ce qu'on voit à l'image à leur douleur. On fait une sorte de lien de causalité direct et linéaire, alors qu'en réalité on voit que la douleur c'est quand même beaucoup plus complexe que ce lien. Et malheureusement, ça amène à des situations où on va engager les personnes dans des traitements sans avoir vraiment une vraie preuve de causalité et qui peuvent avoir derrière des conséquences et qui peuvent les amener justement à des situations de souffrir après derrière une douleur chronique. Donc c'est là toute la complexité de la subjectivité de la douleur. C'est qu'aujourd'hui, on a encore des difficultés, on a un univers qui s'est créé autour de l'objectivité des signes cliniques. Il faut qu'on objective quelque chose pour qu'il se lance derrière une prise en soin, et un accompagnement économique, qu'il y ait une compréhension aussi, ça c'est un truc sur lequel je travaille, peut-être on en parlera plus tard, mais par exemple que quand on est en arrêt de travail, on peut amener à des situations où on va être jugé par ses collègues, on va être jugé par sa hiérarchie, et si en plus on n'apporte pas de preuves alors que pourtant on n'a aucune preuve à donner, à partir du moment où on a été mis en arrêt par un médecin, c'est la décision médicale du médecin. Au travail, personne n'a son mot à dire. Ils sont pas amenés à savoir la cause de l'arrêt de maladie. Mais derrière ça, on va pouvoir en parler parce que ça amène à plein de stéréotypes, à plein de préjugés sur les personnes. Mais du coup, ça crée une pression supplémentaire. Bien sûr. Ça crée une ambiance qui va faire que si on n'a pas ce graal du signe objectif qui va dire regardez, moi j'ai une douleur parce que j'ai ça, et derrière ça va enclencher plein de mécanismes, ça va enclencher plein de choses qui vont faire que ça peut potentiellement nourrir la douleur, ça peut potentiellement amener à ce que la douleur persiste, et puis surtout ça peut amener à nuire à la santé de la personne qui en souffre. Voilà, cette difficulté dans la notion de subjectivité. Et moi je travaille un petit peu dessus dans ma thèse. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on en parle en fait, j'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de la douleur chronique parce que tu l'as à peine abordé. Oui. Parce que c'est quand même un peu particulier la douleur chronique. Ça peut être des douleurs de dos, ça peut être des douleurs sur des membres, des trucs comme ça en général. Ça peut être des douleurs au ventre, des céphalées. C'est très très varié. Mais c'est quelque chose qui peut être handicapant en fait au quotidien parce que c'est comme c'est chronique du coup. C'est quelque chose qu'on a régulièrement et certains types
certaines personnes en fait vont mal le vivre. Et donc c'est un peu particulier parce que justement moi tout ton discours autour de l'aspect subjectif, là ça m'intéresse d'un point de vue sceptique par rapport à l'effet placebo. Alors je sais, on en a parlé un petit peu avant, mais tu es pas spécialiste du placebo, mais il n'empêche que on voit par exemple des thérapies non conventionnelles qui parviennent à arrêter une douleur chronique. Alors au moins pour un certain temps. Et ça paraît surprenant parce que quand des gens ont des douleurs régulières comme ça, si ça réussit à les arrêter à un instant T pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, on se dit, en fait ça marche ces thérapies. Mais voilà, là ce qui m'intéresse c'est que le côté subjectif du coup, finalement toute cette influence sociale, l'influence du contexte paramédical dans lequel on est, va favoriser le fait qu'on va interpréter finalement la douleur comme étant moins importante ou peut-être carrément disparue, alors qu'en fait elle revient quoi finalement, donc elle est toujours là. Oui, c'est ça. Déjà dans l'exemple que tu donnes, ça remontre un petit peu le fait, alors je suis pas trop spécialiste de ça, mais on a quand même souvent tendance à créer des causalités sur plein de trucs. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la douleur, en fait, c'est un phénomène qui est très complexe, auquel, pendant très longtemps dans la recherche et dans le soin, on a fait ce qu'on appelle du réductionnisme biomédical, c'est-à-dire qu'en gros, on a réduit l'explication de la douleur à des explications simplistes biologiques, et on n'a pas pris en compte toute la complexité des autres contributeurs, en fait, qui vont jouer un rôle dans l'apparition et l'émergence de la douleur. Et je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Si, c'est parce qu'en fait, on crée des liens soi-même, même moi, même en ayant conscience, causalité, corrélation n'est pas causalité, tout ça, ce qu'on entend assez souvent dans les milieux sceptiques. En fait, on va tout à un moment se faire avoir nous-mêmes par ça, c'est-à-dire qu'on va avoir deux événements qui vont se suivre, et donc ils créent forcément une causalité. Dans notre esprit, mais pas forcément en réalité, voilà, c'est ça la différence. C'est ça. Et ça, j'ai envie de dire, c'est normal, puisque visiblement, c'est quelque chose qu'on a l'air de tous et toutes faire. Mais derrière, effectivement, ça peut nous amener à réduire la compréhension de nos douleurs, et notamment à réduire aussi la compréhension de nos douleurs par les soignants, les personnes qui nous accompagnent, à ce genre de phénomène assez simple. Alors que la douleur, c'est beaucoup plus complexe. En fait, ce que j'ai pas trop détaillé, je vais pouvoir le détailler en parlant de douleur chronique, c'est qu'en gros, la douleur, aujourd'hui, comme on l'explique, parce que j'ai parlé de la définition, mais comment on l'explique, c'est que vous allez avoir d'un côté des entrées qui sont sensorielles, donc c'est l'expérience sensible que vous allez faire à partir de vos sens. Donc rappelez-vous, il y a 9 sens, il n'y en a pas 5. Je sais pas pourquoi, on en a 5 qui sont sortis du lot et les 4 autres, ils ont disparu. Mais ces sens, en fait, ils nous apportent des informations. Donc on a le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la proprioception. Alors après, il y a la proprioception, il y a la nociception, donc ce que je vous parlais, il y a la thermoception, il y a l'interoception. Donc l'interoception, c'est les informations qu'on va percevoir et recevoir de l'intérieur de notre corps. Donc par exemple, on peut sentir notre cœur qui bat, on peut ressentir notre ventre quand il nous fait mal ou pas. Donc ça, c'est tous les sens en fait qui vont envoyer des informations à notre cerveau. Et à partir de ça, notre cerveau, du coup, il va rentrer dans ce qu'on appelle les processus cognitifs. Il va avoir un aspect cognitif, il va intégrer ces informations, donc c'est-à-dire il va prendre ces informations et après derrière il va les analyser et en gros à partir de ça on va avoir ce qu'on appelle un contexte. On se retrouve dans un contexte, moi par exemple là dans ce podcast, mon contexte c'est que je suis assis dans une pièce devant mon bureau sur une chaise et du coup le cerveau lui qu'est-ce qu'il fait? Il va évaluer la probabilité que le contexte dans lequel on se retrouve il représente une menace pour nous, sachant que dans les processus cognitifs le cerveau se sert de nos expériences passées. Donc ça, c'est très important. Il se sert de ce qu'on a déjà vécu auparavant. Il se sert aussi des expériences qui nous ont été transmises par autrui, par la culture, par notre éducation. Il se sert de tout ça pour pouvoir justement analyser. Et du coup, derrière, s'il estime... Alors, je personnifie le cerveau, mais en vrai, c'est un organe comme un autre. Mais en gros, s'il estime que le contexte dans lequel on se retrouve, il est menaçant, il représente une menace pour nous, il peut avoir un panel de réponses pour pouvoir nous protéger, entre guillemets, dont la douleur. Voilà, la douleur, ça peut être une réponse, mais on peut avoir un réflexe de retrait. Donc, comme je le disais, ce que Descartes expliquait, par exemple, vous posez la main sur une plaque chauffante, vous allez retirer votre main très très vite, peut-être avant même de percevoir la douleur. Ça peut être aussi une réponse inflammatoire, c'est-à-dire que effectivement là, il y a des processus liés au système immunitaire qui vont amener à avoir une réponse inflammatoire. Ça peut être aussi une réponse plus comportementale, où là, on n'est pas sur une forme de réflexe de retrait, mais on va être sur une forme de plus haut niveau
de cognition où justement on va adapter nos comportements par rapport à la situation. Et puis il y aura une réponse émotionnelle, puisqu'il faut qu'on ressente une émotion qui soit désagréable pour que ce soit considéré comme une douleur. Donc voilà, on a différents panels de réactions, et justement la réponse émotionnelle, ça fait partie aussi d'une aide à la prise de décision, puisque le fait de ressentir des émotions, c'est ça qui va nous faire prendre des décisions et adapter nos comportements face à des situations. Ouais, je comprends. Ouais. Et donc en fait, en temps normal, c'est quelque chose qui est assez fonctionnel. En temps normal, si il se passe quelque chose, on a une réaction, ou du moins on essaie d'avoir une réaction qui va nous permettre de changer le contexte. Et en changeant le contexte, avec un peu de chance, on n'est plus dans une situation qui va être perçue comme menaçante. Mais des fois, ça peut arriver qu'on peut se retrouver dans des situations où nous-mêmes, dans notre raisonnement, dans nos cognitions, dans nos pensées, et là c'est plutôt l'aspect pensée, en tout cas c'est l'hypothèse qu'il y a aujourd'hui, qui serait que on crée pas de sens. En fait, on n'arrive pas à créer de lien logique, on n'arrive pas à créer un sens à la douleur qu'on va percevoir. D'accord. Et comme on crée pas de sens, c'est typiquement, je sais pas moi, on se couche le soir, puis on se réveille le lendemain avec une grosse douleur de dos, impossible de se lever du lit, presque comme paralysé, et c'est vraiment des douleurs qui transpercent comme un coup de couteau. Je sais pas si y a des personnes qui nous écoutent qui ont déjà vécu cette expérience, mais moi en tout cas c'est une expérience qui m'avait souvent été retranscrite ou rapportée par les patients. Et là on n'arrive pas à savoir pourquoi. Ouais. Parce que théoriquement, quand on dort la nuit, on fait rien de particulier, on n'a pas tombé du haut d'un mur, on s'est pas pris un coup ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'expérience traumatique pour le corps, il n'y a pas eu d'accident ou quoi que ce soit, et du coup, on peut être dans une situation où on ne va pas s'expliquer la douleur. Et donc là, on peut commencer à avoir des pensées automatiques et de se dire, en plus, aujourd'hui, comme on a quand même pas mal accès à l'information, on peut être amené à aller chercher des informations, on peut tomber sur des choses où ça va augmenter un peu notre incompréhension, on va essayer à chaque fois de créer des liens logiques, en fait. On va essayer à chaque fois d'essayer d'expliquer, de donner une explication, de donner un sens à notre douleur. Et derrière, si on n'y arrive pas, ou si on y arrive et qu'on tombe sur des choses qui sont plutôt anxiogènes, par exemple, on va dire, tiens, ça y est, j'ai potentiellement une tumeur, ou potentiellement une maladie grave, ouais. Et derrière, ça va générer une forme de souffrance, notamment d'un point de vue émotionnel. On va ressentir des émotions plus intenses et plus désagréables, et puis surtout, on va pouvoir potentiellement avoir une sensation d'être démuni par rapport à la situation. On va avoir une sorte de perte de contrôle, parce que déjà, on n'a pas de sens, on ne peut pas donner de sens à notre douleur, et en plus, du coup, on ne sait pas comment la contrôler. Si moi, par exemple, demain, je vais courir, je glisse du trottoir, je me fais une entorse de cheville, je me dis, c'est une entorse, j'ai déjà vécu cette expérience, ou mon frère ou mon père a déjà vécu cette expérience, ou n'importe qui que je connais a déjà vécu cette expérience, il a arrêté de faire du sport pendant 3 semaines, et puis au bout d'un moment, il a repris progressivement, et ça allait mieux. Je pense que c'est Big Pharma qui envoie des ondes 5G pour me faire souffrir la nuit, et comme ça, après, j'achète des médicaments pour avoir moins mal. C'est ça. Et du coup, là, j'arrive à donner un sens à ma douleur. Et là, j'arrive à avoir un contrôle en faisant une sorte de planification de comment je vais pouvoir agir pour gérer cette douleur. Mais il y a des situations où on n'a pas ça. Et en fait, il semblerait que le fait de ne pas avoir ça, ça peut après nous amener à rentrer dans une forme de cercle vicieux où justement, le fait de ne pas avoir de sens, ça va augmenter notre anxiété vis-à-vis de ça, ça va augmenter notre perte de contrôle, on va perdre en agentivité, puisque du coup, on n'aura plus de contrôle sur notre corps. Et du coup, ça peut amener à des situations où le cerveau, dans ses processus cognitifs, il va toujours voir une situation comme étant menaçante. En tout cas, il va nous la faire percevoir comme étant menaçante, et donc comme la douleur c'est une réponse à ça, on peut toujours être amené à ressentir de la douleur. Okay. Sachant qu'aujourd'hui, la définition de la douleur chronique, c'est que c'est une douleur qui persiste depuis plus de 3 mois et qui est résistante à plusieurs traitements. D'accord. Mais dans les faits, d'un point de vue purement biologique, aujourd'hui, on n'a pas de données qui nous permettraient de dire ça c'est une douleur aiguë, et ça, c'est une douleur chronique. On est plus sur le côté temporel. Voilà, c'est une douleur qui a persisté parce qu'à un moment, on a dit une norme de ce que c'est que la douleur, une douleur aiguë. Et du coup, une fois qu'on a dépassé cette norme de la douleur aiguë, on rentre dans la catégorie douleur chronique. Mais aujourd'hui, en fait, d'un point de vue biologique, dans le fonctionnement de notre cerveau, dans le fonctionnement de notre système nerveux périphérique, on n'a aucun changement, ou du moins, on n'arrive pas à faire une distinction, une réelle différence entre quelqu'un qui vit des douleurs aiguës et quelqu'un qui vit des douleurs chroniques. Et donc c'est là où l'indistinction, et c'est là où c'est peut-être important de le prendre en compte, elle se fait plutôt sur l'expérience finalement subjective de la douleur et la manière dont elle va être traitée par nos cognitions. Alors on peut avoir des douleurs chroniques qui peuvent être suite à des liaisons ou à une maladie chronique, par exemple des personnes qui ont fait un AVC, elles peuvent avoir des douleurs après chroniques liées à l'AVC parce qu'il y a des lésions qui ont été faites au niveau du système nerveux et qui fait qu'on peut expliquer potentiellement ces douleurs. Mais une fois de plus,
on crée un lien de causalité là où on n'a pas la certitude, parce qu'en fait en clinique on n'a aucun outil qui nous permet de pouvoir créer un lien de causalité sur ce genre de phénomènes qui sont subjectifs. Oui, On peut créer de liens de causalité si par exemple on a une tumeur qui est en train de se développer et puis quand on fait une prise de sang, on se rend compte qu'on a un certain biomarqueur qui est anormal et du coup on sait que c'est lié au développement de cette tumeur. Mais aujourd'hui dans la recherche ou dans la clinique, on n'a pas de biomarqueur de la douleur. On n'a pas de signature cérébrale de la douleur. Par exemple, on a plein d'études IRM et en fait, on n'a pas de zone de la douleur dans le cerveau. En fait, on a plusieurs zones qui réapparaissent de manière récurrente parce que c'est des zones qui vont être liées à l'aspect, l'affect désagréable. Ça va être des zones qui vont être liées aussi à le côté spatial. Si on a mal au bras, et du coup, ça va être plutôt des zones qui sont responsables de la sensibilité du bras qui vont avoir plus d'activité. Mais on n'a pas une zone bien spécifique de la douleur dans le cerveau. Et ça, c'est important parce que du coup, on a créé cette distinction. Alors là, je n'aurais pas l'historique de la distinction douleur chronique et douleur aiguë et quelle a été son utilité dans le développement de notre société. On a créé cette distinction, mais en tout cas, aujourd'hui, d'un point de vue biologique, on n'est pas capable de la faire. On le fait vraiment sur un côté temporel. Je pense que c'est au niveau du soin, en fait, qu'on se dit, au bout d'un moment, au bout de 3 mois, en fait, il faudrait qu'on soigne ça différemment parce que ça sert à rien de le soigner comme ça, quoi. De continuer à soigner de la même manière. C'est ça. Mais le problème, c'est que derrière, ça a amené ou ça amène à des comportements qui peuvent un peu nourrir cette douleur et qui peuvent faire qu'on va persister, ou du moins la douleur va persister parce que les comportements auxquels on est exposé vont faire qu'on va se retrouver dans une sorte de cercle vicieux. Oui, et puis selon ça peut créer des errances médicales aussi. Les gens qui n'arrivent pas à sortir de douleurs récurrentes, ils vont voir finalement leur médecin, ils n'arrivent pas à les soigner, donc ils vont aller voir d'autres médecins éventuellement, puis après d'autres secteurs, les kinés, les ostéos, les chamans, les chamans. Ça, et du coup, comme j'ai pas mal divergé pour revenir à ta question principale, qui était sur l'utilisation des thérapies, les thérapies alternatives, et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que eux, quand ils vont donner, alors pareil, très souvent ils donnent des explications réductionnistes. Très souvent ils vont réduire ça à un mécanisme. Ça va être parce que vous buvez des produits laitiers et vous mangez trop de viande rouge, ou ça va être qu'il faut arrêter le gluten, ou ça va être que on vous a remis la vertèbre en place. Enfin, ça va être des explications finalement qui sont très réductionnistes et qui sont très simplifiées pour expliquer un phénomène complexe. Mais peut-être que au moment où cette explication est donnée, ça va donner un sens à la personne. C'est ça. Entre ce qu'on lui aura dit, l'action qui aura été faite, parce que si moi je dis on entend un crack et je dis j'ai remis la vertèbre en place, peut-être que chez certaines personnes ça aura donné un sens à leur douleur et de se dire ça y est, en fait je comprends ma douleur et du coup finalement c'était ça, je suis allé chez la bonne personne, la personne qui était vraiment adaptée à traiter au mieux ma douleur, et peut-être que ça peut suffire à enlever ce côté menaçant perçu dans le contexte dans lequel on se trouve. Et du coup, ça peut suffire à ce que derrière, la douleur n'émerge plus, ne soit plus présente, parce que justement, le cerveau ne traitera plus les informations comme il les reçoit de manière menaçante. Que ce soit de manière momentanée, c'est-à-dire que ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, cet arrêt, comme définitif. Moi, j'ai déjà vu des gens aussi que ça a été définitif. Et donc, pour eux, c'est évident que c'est le soin qu'ils ont eu, quoi. Alors qu'en fait, c'est plus le fait d'avoir eu une explication, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, qui a suffi finalement pour ça. Ça dépend du coup de la pathologie qu'ils avaient, pour quelle raison ils avaient cette douleur là, quoi, en tout cas. C'est ça, en fait, ça a donné un sens à la douleur qu'ils n'arrivaient plus à comprendre, en fait, et qu'ils n'arrivaient plus à contrôler, et du coup ça leur a donné un sens, ça leur a permis de reprendre un peu de contrôle sur leur corps, et du coup ça a pu avoir cette aide. Et effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi j'ai déjà expérimenté eu des cas de personnes chez qui les douleurs chroniques ont disparu complètement. Donc c'est pour ça aussi, ça je pense c'est un truc qui est important à préciser, c'est que la douleur chronique, en fait on considère ça comme chronique parce que ça dure depuis plus de 3 mois et que ça a été résistant notamment et très souvent au traitement médicamenteux, mais en réalité des douleurs chroniques ça peut aussi disparaître. Après avoir introduit la cognition sociale et maintenant la douleur, Yvan va pouvoir nous expliquer comment les deux sont reliés, et ce sera dans le prochain épisode. N'oubliez pas de suivre le projet Utopia pour avoir la suite de ces questionnements. Et vous pouvez également nous soutenir sur Patreon ou LibéraPay pour contribuer à l'amélioration du podcast. À bientôt.